Le double tombolo de Gien hier. Une curiosité géologique rare. Et si nous lui laissions raconter son histoire depuis le début de notre millénaire? Vous m'observez de la colline de Costebelle avec mes deux grands bras qui retiennent l'île de Gien pour ne pas qu'elle s'en aille au large. Quand vous me voyez de là-haut, vous ne pensez pas que je suis quelque chose de très rare. J'ai entendu dire que nous n'étions que 3 doubles tombolos en Europe. J'ai donc seulement 2 copains, celui d'Orbetello en Italie et celui d'Ifache Cap en Espagne. Et pourtant, dans ma forme actuelle, je ne suis pas si vieux que ça. Dans la partie émergée de mon cordon Est, j'ai seulement un peu plus de 2000 ans. Et à ce moment-là, la mer était environ 60 cm plus bas qu'aujourd'hui. Je vais maintenant vous proposer de remonter dans le temps. À cette époque, les Grecs étaient venus me rendre visite et avaient créé la cité d'Olbia. Puis les Romains les remplacèrent. Afin de faire du commerce, ils créèrent un môle pour leurs bateaux, mais aussi pour se détendre des thermes en bordure de mer. Ils exploitèrent également des aires à sel qui avaient une très grande valeur à cette époque et qui étaient situés à l'est de l'embouchure du Gapo. Le temps passa et avec les invasions barbares de toutes sortes, les habitants se fixèrent au pied du castrum qui venait de se construire en haut de la colline vers l'an 1000. Il s'appelait Arearum Castrum, comme cela est gravé à l'entrée du château. Ce qui voulait dire le château de l'air. Le don de air fut d'ailleurs celui qu'on le retrouve dans les archives et sur les plans. Le bourg se développa petit à petit en contrebas de notre château. Vers 1250, la collégiale Saint-Paul fut construite à la limite de la deuxième enceinte fortifiée. La tour des Templiers était alors en dehors de ses remparts. En 1254, Saint-Louis débarqua sur une de mes plages du côté est. Il séjourna quelques jours dans notre bourg qui commençait à s'agrandir. Vers 1350, une troisième enceinte fortifiée ceintura et protégea le bourg, qui comptait à ce moment-là environ 5000 habitants. Le ruisseau Le Roubaud avait ses eaux qui aboutissaient dans mes marécages. Mais en 1480, le canal Jarnatte arriva au pied des remparts et ses eaux de fuite furent canalisées jusqu'à mon étang en récupérant au passage celles du Roubaud. Alors là, j'avais de l'eau douce toute l'année. Il fallut même créer le chenal du Grand Passage dans mon tombolo Est afin d'évacuer les eaux excédentaires vers la mer. Ils en profitèrent pour mettre en place des bourdilles sur ce chenal afin de piéger les poissons qui pouvaient rentrer, mais qui ne pouvaient plus sortir. De nombreuses variétés de poissons se mirent ainsi à prospérer, et le seigneur du château organisa la pêche sur mon étang, ainsi que la chasse à la macreuse, qui est une espèce de canard sauvage. Cela lui permit de se faire un peu des sous. Les pêcheries étaient pratiquées par les pescadous, ce qui donna probablement le nom de pesquier à mon étang.
Sur mon tombeau l'ouest, qui était bien large, la végétation se développa et mes espaces furent même négociés en acapte, plus connu sous le nom de bail d'amphithéose. Ce nom évolua au fil du temps en la cate, puis la capte. Là, je vis arriver des moutons qui commencèrent à grignoter ma bonne herbe. Nous retrouvons sur des cartes anciennes la dénomination de bergerie de la Cate qui subsiste encore aujourd'hui. En 1580 et 1665, la peste décima une partie de la population. C'est seulement à ces moments-là que les rues du bourg étaient nettoyées de toutes les déjections et détritus qui les encombraient. Ceci favorisait d'ailleurs le développement des rats, qui était la cause principale de la propagation de l'épidémie. À partir de 1600, furent entrepris des travaux vers la plage du Ceinturon afin de réaliser un port qui permettrait à des bateaux de faciliter le commerce de notre bourg. Cela dura 200 ans et finalement ce port ne fut jamais terminé et s'ensabla complètement. Vers 1700, avec toutes les inondations du Gapot et du Roubaud au nord de mon étang, les alluvions comblèrent progressivement la partie nord de ce marais et la pêche devint impossible. Seules les herbes palustres, appelées aussi apaillons, poussaient, mais elles étaient impropres à la nourriture du bétail. Elles pouvaient seulement être employées comme litières pour les écuries et les étables. Les sangsues étaient également récupérées pour soigner certaines maladies de peau. Nous pouvons voir des brèches dans mon cordon ouest sur des plans de 1715 et 1727. Les archives nous en signalent également en 1854 et 1917. Celles-ci étaient dues aux tempêtes ou aux inondations du Gapot. Chaque fois, les poissons s'échappèrent et l'activité des pêcheries fut réduite à néant. En 1790, le Tombolo Ouest était le seul chemin d'accès vers Gien pour y transporter notamment nos fameuses oranges qui étaient embarquées sur les bateaux à la tour fondue. Sur le Tombolo Est, le chemin allait seulement jusqu'au Gras Passage. En 1820, il y eut une nouvelle période de gel qui décima les jardins, les vignes, les oliviers, ainsi que les orangers. Ce fut la fin de la culture intensive de ces derniers. Les inondations du Gapot dans mes marécages apportaient des alluvions de toutes sortes qui faisaient proliférer les moustiques et qui provoquaient des odeurs pestilentielles qui rendaient les gens malades. Cela provoquait des fièvres endémiques au printemps et en automne, avant le lever et après le coucher du soleil. La cloche de l'église Saint-Paul était là pour signaler ces heures fatidiques. Notre bourg n'avait d'ailleurs pas une bonne réputation à cet égard. Il y avait tout de même 2000 cas de fièvre paludéenne dans le cours d'une seule année, sur une population de 6000 habitants. Cette zone marécageuse prit le nom de palivestre, en déclinaison probable du mot palustre, relatif aux plantes qui prospéraient dans cet environnement. Alors, pour remédier à ces problèmes, en 1824, ce fut un peu la révolution. Jean-Baptiste Auran, un propriétaire de la bastide du Ceinturon, obtint l'autorisation d'assainir les marécages par une ordonnance du roi Louis XVIII. Des canaux furent creusés pour drainer les terrains vers l'étang du Pesquier, et le Roubaud fut dévié au nord de la bastide du Ceinturon, afin de bloquer les inondations en amont de celui-ci. Ainsi, mon étang fut privé de toute son eau douce.
Les fièvres paluléennes disparurent, mais les terrains assainis subirent alors des remontées de sel par capillarité et ils devinrent improductifs par manque d'eau douce. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les hommes commencèrent à me faire des misères. Ils vinrent par charrette et par bateau pour prendre mon joli sable afin d'aménager le port de Toulon et construire les habitations. Il servit même à la construction des remparts du château de la Garde. Déjà que je n'étais pas bien large, en devenant tout rikiki, je fus vite mis à mal par les nombreuses tempêtes et les brèches commencèrent à me rendre malade. En 1848, une deuxième révolution. Deux étrangers ailleurs, messieurs Gérard et Chapon, transformèrent mon étang en marais salant. Pour aménager les tables salantes, ils grignotèrent encore allègrement mon tombolo ouest. À partir de là, ma lente agonie commença. On me rafistola avec des épaves de barques remplies de blocs de pierre, de remblais et bien d'autres choses encore. L'activité saisonnière de la récolte du sel qui se faisait tout à la main était très pénible. Elle était assurée presque exclusivement par des travailleurs italiens. Ce n'est que bien plus tard que la fabouille fut expérimentée pour un ramassage mécanique. Un douanier assurait alors la surveillance de la zone des marais salants. En 1920, le camp d'aviation du Palivestre vit le jour dans les prés. Puis, de nombreux remblais furent réalisés afin de créer la piste d'atterrissage sur mes anciens marécages, ainsi que des bâtiments et des hangars. En 1930, au nord de mon tombolo ouest, un émissaire de 1200 mètres de long fut mis en place à partir de ma plage pour rejeter les eaux usées à la mer à 10 mètres de profondeur. Il fut enterré sur 600 mètres, puis il sortit du sable et il fut posé sur des plots en béton sur lesquels il a été fixé. Le 30 mai 1969 fut la naissance de la route du sel. Puis, après sa mise en service, une ligne à haute tension fut installée et une conduite d'eau potable fut enfouie en détruisant partiellement une partie de la végétation qui retenait mon joli sable. Après tout cela, ma belle plage de 4 km fut ouverte aux touristes. Alors là, ce fut le saccage et le désastre. Tout ce qui retenait mon sable fut dévasté. Les plantes furent piétinées et arrachées. Les bancs de posidonie qui me recouvraient et me protégeaient de l'érosion marine furent enlevés systématiquement pour avoir une belle plage bien propre. Et là, chaque fois qu'un grain de sable partait de ma dune vers l'étang, il ne revenait jamais. C'est ainsi que, grain après grain, ma plage recula inexorablement. Des blocs de pierre furent mis en place, ainsi que des palissades en bois pour me protéger. Le remède s'avéra pire que le mal. Alors, il fallut déplacer la conduite d'eau potable qui s'était faite emporter par la tempête, puis aussi la route. Maintenant, tout le monde faisait trempette au bord de l'eau. On finit par implanter des ganivelles sur ma dune qui permirent de stabiliser la végétation et de ralentir un peu mon agonie. Je fus l'objet de beaucoup d'études, d'expérimentations et de projets, mais à ce jour, rien de bien efficace n'est opérationnel. Du côté est, on surveille le déplacement de mes dépôts de sable suite aux perturbations créées par les digues des différents ports.
Des zones d'érosion sont notamment constatées entre le port de l'Égade et le port Saint-Pierre, au sud du port Saint-Pierre et au sud du port de la Capte. À des fins expérimentales, 2 tubes géotextiles ont été posés en face de la Capte afin d'atténuer l'effet de la houle. Ça a l'air de fonctionner. Mais ces tubes auront du mal à résister aux agressions de la mer et aux bateaux. Du côté ouest, alors là, c'est vraiment la cata. Comme il n'y a plus d'apport de matériaux depuis que le tombolo ouest s'est fermé, on observe une forte régression de la plage dans la partie nord, due essentiellement au manque de sable qui crée un fort marin à forte pente. Celui-ci favorise le retrait du sable vers le large, qui, avec les courants nord-sud, va se déposer un peu plus au sud vers Gien, en agrandissant un peu la plage. Ensuite, mon socle en grès induré, qui n'est pas bien costaud, se désagrège progressivement en agrandissant les trous existants ainsi que les ravines sous-marines. Cela augmente encore les effets destructeurs des fortes houles. L'émissaire des eaux usées apporte une quantité d'eau douce importante que les Posidonies n'ont pas l'air de bien apprécier. Leur rôle d'atténuateur de houle est ainsi bien diminué. Alors, dans l'attente d'une solution miraculeuse et pérenne, on fait du rafistolage. Chaque fois que le Mistral s'énerve un peu trop, c'est toujours la même histoire. Les vagues détruisent la digue de sable dans la partie nord du tombolo ouest. Tout ceci traverse la route et va remplir le canal de coulature des marais salants. Alors, les pelles mécaniques et les camions reviennent et entrent en action pour refaire la digue de sable qui tiendra jusqu'à la prochaine tempête. Double tombolo ou simple tombolo? À ce jour, personne ne peut prédire mon devenir. Habitant d'hier, de la région, ou amis de passage, prenez bien soin de moi. Du haut de Costebelle, admirez-moi encore un peu, tant que je peux tenir Gien avec mes 2 bras.